Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à Bienvenue. tous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes déjà 430 personnes dans la salle, ce qui est déjà pas mal. On va attendre que nous rejoigne Agnès Florin qui doit être encore dans les coulisses. Euh, Joindre. Voilà. Vous vous connectez de partout en France. Vous avez aussi des gens de la Guadeloupe, de la Martinique qui nous suivent. Bonsoir à tous. Les gens de Dreux, personnes du Nord, très bien. Toujours sympa de voir d'où vous nous suivez. On a plaisir à voir un petit peu d'où vous nous regardez. Des gens de Belgique, d'Haïti, Toulouse, bienvenue. Du Maroc et de Suisse, mais c'est bien, c'est francophonie très élargie. Très content de ça. Alors, partager. Hop. Le temps de mettre tout bien en place. Et voilà. C'est bon? C'est bon, On peut démarrer? tout à fait. Alors, bonjour, bonsoir à tous pour ce 57e webinaire gratuit de la PPEA sur le thème du harcèlement à l'école. Quelles conséquences pour la santé mentale des jeunes? Alors, je vais tout d'abord vous donner quelques informations pour vous dire ou vous rappeler que le webinaire est enregistré pour un accès en replay dès le lendemain et que le PDF du support PowerPoint sera également disponible en ligne sur notre site www.appea.org. Je vous rappelle que nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation ou de suivi pour ce format de webinaire gratuit. Alors, notre conseil, si c'est nécessaire pour votre service, votre CPF ou votre employeur, enregistrez le mail info de connexion et faire une capture d'écran durant le webinaire. Alors, autre élément important, vos remarques, vos commentaires professionnels et vos questions aux intervenants sont à écrire dans le volet de discussion. La reprise ou la synthèse de vos remarques et questions sera faite par deux collègues psychologues, Vincent Hamelot et Théodore de Mascarel, qui sont en back-office, comme on dit en français. Et ce sera présenté en deuxième partie après l'exposé de l'intervenant. Donc, assurez-vous dans la fenêtre de discussion que vos messages sont bien adressés à tout le monde et non pas seulement à hôtes et panélistes. Donc, ce 57e webinaire est consacré au harcèlement à l'école et à ses conséquences pour la santé mentale des jeunes. Euh, Vous êtes nombreux. Alors, On va attendez. venir à la première slide. Je reviens à la première slide parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, excusez-nous. Euh, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous avons 1635 inscrits. Tout le monde n'est pas présent. Mais nous savons que la moitié d'entre vous êtes des psychologues, les autres ont des statuts divers. Nous savons aussi que parmi vous, certains ou certaines ont été victimes de harcèlement scolaire, personnellement ou dans leur famille. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et nous avons le plaisir d'accueillir pour ce 57e webinaire Benoît Galland, docteur en psychologie et professeur en sciences de l'éducation en Belgique à l'Université catholique de Louvain. Ses travaux de recherche portent sur la motivation, la confiance en soi, l'engagement, le décrochage, également sur la socialisation, les sanctions, les violences, le harcèlement et l'apprentissage de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur. Il a eu une expérience d'enseignant du secondaire et de membre du conseil d'administration d'une école. Il est aussi membre de la commission de pilotage du système d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il a été invité comme expert par le CNESCO, le Centre national d'études des systèmes scolaires, en 2023 pour la conférence de comparaison internationale sur le bien-être à l'école. Il est aussi l'auteur de nombreuses publications dans des revues internationales et dans des ouvrages scientifiques
Et il a publié en 2021 Le harcèlement à l'école aux éditions Retz dans la collection Mythes et réalités, consacrée comme les autres livres de cette collection à une dizaine d'affirmations dans l'air du temps, entre guillemets, auxquelles il répond à partir de nos connaissances actuelles. Vous trouverez la référence à la fin de son intervention. Donc, je vais lui laisser la parole pour 30 minutes d'intervention, avec ensuite une séquence de questions d'environ 20 minutes. Benoît Galland, à toi. Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup pour l'invitation et merci d'être là en ligne. Donc, comme Agnès l'a dit, je vais essayer de vous partager un petit peu ma compréhension du phénomène du harcèlement à l'école et de ses conséquences pour la santé mentale. Alors, bien sûr, je vais m'appuyer sur des tas de rencontres avec des tas de professionnels, des tas d'intervenants, des élèves, des parents, etc. Mais surtout, la ligne de conduite que je me suis donnée pour ce webinaire, c'est d'essayer de vous résumer ce qui me semble faire consensus, ou en tout cas se retrouver de façon récurrente dans les recherches. Donc, je ne vais pas vous présenter juste mes travaux, mais je vais essayer de me faire le porte-parole de la communauté scientifique et de ce qu'elle comprend de ce phénomène, quand on essaie de trouver les études qui ont été répliquées par différentes équipes dans différents pays. Donc ça, c'est vraiment la ligne de conduite que je me suis donnée. J'essaie d'organiser un petit peu ça autour, comme Alice l'a expliqué, un petit peu autour de grandes questions. Donc on va dire un petit mot sur ce que c'est, on va s'interroger un petit peu sur la prévalence. On arrivera ensuite aux conséquences pour les différentes personnes impliquées. On dira un petit mot des victimes, des auteurs, et puis on arrivera sur les interventions. Je pense que la prévention, malheureusement, on n'aura pas vraiment le temps de l'aborder, mais on pourra y revenir dans la discussion avec plaisir. Donc, j'ai pas mis de référence dans mes slides, comme Anis l'a très bien dit. Vous avez tout à la fin, et je pense que ce sera beaucoup plus agréable comme ça à suivre. Alors, un petit mot sur ce que les chercheurs entendent par harcèlement, en tout cas harcèlement à l'école. Sans rentrer dans tous les débats qu'il y a, parce qu'il y a vraiment des interrogations sur les limites exactes du phénomène. Est-ce que c'est malin, impertinent d'en faire un phénomène à part par rapport à la violence ou à l'agression? Ce qui est très clair pour les chercheurs, c'est qu'il y a un phénomène de continuité entre justement des formes beaucoup plus mineures d'agression ou de violence et puis le harcèlement, mais avec deux signes qu'on pourrait dire cliniques qui sont, à mon avis, très intéressants aussi pour la prise en charge, qui sont ici marquants. C'est la répétition. Donc l'idée, c'est qu'on s'inscrit dans quelque chose de chronique, qui s'inscrit dans le temps long. Ce n'est pas un épisode isolé. Et ça s'inscrit au sein d'une relation qui est marquée par un déséquilibre de pouvoir ou une non-réciprocité. Donc on est vraiment, il qualifie vraiment le harcèlement comme signe clinique, c'est vraiment ce double aspect de répétition, donc de chronicité et de non-réciprocité dans la relation. Donc on est dans une relation où il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la maltraitance ou de la dominance, avec des personnes qui souhaitent que ça s'arrête et d'autres qui reviennent, qui relancent la dynamique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte dans la prise en charge. J'y reviendrai, mais de bien comprendre ça, on est vraiment dans cette relation déséquilibrée, et il va falloir en tenir compte quand on va vouloir intervenir dans cette situation-là. L'autre élément qui est vraiment, comme je le disais, c'est qu'il n'y a pas un point de coupure net entre des disputes, des bagarres et le harcèlement. C'est une zone floue. Et c'est vraiment voilà, des signaux cliniques, comme je viens de dessiner, qui peut nous... En fait, ça nous alerte sur la gravité de la situation. C'est vraiment ça, et c'est ça qui est intéressant finalement dans le concept de harcèlement à l'école. Alors, je veux parler surtout de ce qui se passe entre les jeunes, parce que c'est la forme malheureusement la plus répandue chez les enfants et les adolescents, mais ça peut aussi arriver entre adultes de l'école, entre les parents et les adultes de l'école, etc. Ça peut déborder de l'école, ça peut arriver dans les clubs sportifs, ça peut arriver dans les compagnies de théâtre, ça peut arriver sur le lieu de travail, ça peut arriver dans les familles, mais je vais vraiment ici me focaliser sur ce qui se passe à l'école. Alors, ça peut prendre énormément de formes, cette dynamique que je viens de décrire, de chronicité et de relations déséquilibrées. Ça peut prendre des formes physiques, verbales, sociales, ou on dit aussi relationnelles, donc exclure, faire circuler des rumeurs, ignorer des gens, essayer qu'ils soient isolés aussi dans le groupe. C'est d'ailleurs une forme qui est souvent un petit peu passée sous silence par les adultes qui se focalisent beaucoup sur les violences physiques et verbales. Ça peut prendre des formes évidemment cyber, ça peut prendre des formes matérielles,
et ça peut prendre des formes discriminatoires. Le message ici est plutôt que ce n'est pas la forme précise qui caractérise le harcèlement, c'est bien cette relation et cette dynamique que j'ai décrite juste avant qui est la caractéristique du harcèlement. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez un comportement spécifique que vous savez que c'est du harcèlement. Ce qu'il faut aller voir, c'est la chronicité et quel type de relation se noue entre les protagonistes. En général, quand il y a du harcèlement, ça combine plusieurs formes. Donc, j'ai mis là les formes pour vous montrer la diversité des manifestations qu'on peut observer, mais ça ne sert à rien de se focaliser sur une forme spécifique. En général, il y a vraiment une mixité, et en général, plus c'est grave, plus le type de forme impliquée va augmenter. La dernière caractéristique qui me paraît intéressante à relever pour le harcèlement à l'école, c'est que c'est une relation qui s'inscrit dans un groupe social, ou dans un collectif à l'école. Donc, il y a bien entendu les personnes qui sont la cible du harcèlement, il y a là où les personnes qui sont les auteurs, et puis il y a les gens autour, qui sont les témoins, et dont les relations peuvent avoir une incidence sur la continuation du phénomène. Est-ce que ça va se répéter? Est-ce que ça va perdurer? Sur le vécu de la victime, est-ce qu'elle constate que les gens autour d'elle ont l'air de ne pas réagir alors qu'elles sont témoins et qu'elles voient ce qui se passe? Ou au contraire, s'impliquent et réagissent pour la défendre? Ou pour se ranger du côté de l'auteur? Ça va avoir des incidences sur les auteurs. Est-ce que le groupe qui est autour lui envoie plutôt des signaux positifs ou négatifs? Et si l'auteur se rend compte qu'il a une ascendance sur le groupe via le harcèlement, ben peut-être que ça va évidemment alimenter la dynamique. Et donc, il y a un enjeu quand on fait une prise en charge, en tout cas en milieu scolaire ou en milieu éducatif de façon plus générale, de voir comment on prend en compte toutes les parties impliquées, y compris les témoins, qui peuvent être aussi peut-être un levier pour l'intervention. Une question qui revient souvent, c'est la question de la prévalence, avec des chiffres extrêmement variables d'une étude à l'autre. Simplement vous dire, il y en a beaucoup. Quand on regarde les études, ça va de 10 à 30% des élèves qui sont auteurs ou victimes durant je dirais, l'enfance et l'adolescence. Donc ici, quand on fait des photographies à un moment donné, on a des chiffres donc, qui sont conséquents. L'idée ici n'est pas de faire un débat sur les chiffres précis, mais dire voilà, c'est une proportion substantielle des élèves qui sont directement impliqués dans des situations de harcèlement à l'école, avec des chiffres comparables dans les études internationales dans les pays francophones. La question qui vient juste après, c'est de savoir est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'il y a une augmentation du phénomène de harcèlement? J'ai mis quelques exemples sur la diapositive. Il y a des études un peu plus récentes qui sont tout à fait convergentes avec ce qu'on observe ici. Non, dans les données des enquêtes internationales ou dans les enquêtes nationales, on n'a en général pas d'indice d'une augmentation du harcèlement, même quand on prend en compte le cyberharcèlement. Donc, voilà, s'il y a une tendance, c'est la stabilité ou c'est baisse. Donc, globalement, en Europe, ça baisse légèrement depuis le début des années 2000, mais avec des variations d'une région ou d'un pays à l'autre. Mais il n'y a certainement pas une flambée, une augmentation. On n'a vraiment pas de données concluantes dans ce sens-là. Ce qui m'amène à la question suivante, qui est celle des conséquences pour les victimes, avec en fait, quand on regarde, je dirais ce qu'on peut entendre, dans les médias, même quand on va dans un rayon d'une librairie qui peut parler du sujet, on a 2 types de discours, si je caricature un peu, 2 extrêmes. D'un côté, des gens qui ont l'air de dire qu'on en fait trop et que finalement ça a toujours existé, c'est un peu normal. Et c'est pas si grave et qu'il ne faudrait pas trop s'inquiéter de ça et que finalement, à la limite, en s'intéressant au phénomène, en le mettant en avant, on en rajoute. Et de l'autre côté, vous avez toute une littérature qui dit: «Mais c'est un traumatisme», avec limite un discours qui dit, les gens, ils vont tirer ça toute leur vie, ils sont marqués au fer rouge, c'est comme un voilà, c'est vraiment l'idée d'un trauma, au sens plein du terme psychologique et que ça va être quelque chose que les gens vont porter toute leur vie. Donc ça me paraissait intéressant d'aller voir ce qu'il en était dans la littérature. Hem Et en 2 mots, ce qu'on constate, c'est que souvent, le fait d'être victime de harcèlement est lié à de la détresse émotionnelle, principalement sous forme de symptômes dépressifs et de symptômes anxieux et aussi des problèmes de santé, en tout cas de santé subjective, donc des plaintes sur le sommeil, des douleurs au ventre, mal au dos,
des pertes d'appétit, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, les victimes se sentent aussi en moins bonne santé que les enfants et adolescents qui se disent pas victimes de harcèlement à l'école. Et alors, vraiment, là où il y a un risque vital, c'est que c'est très clairement associé à une augmentation des pensées suicidaires et des conduites suicidaires. Beaucoup plus les pensées que les conduites, heureusement, mais clairement, c'est très, très fort corrélé à une augmentation des pensées suicidaires et au fait qu'on a malheureusement certains jeunes semblent passer à l'acte suite à des problèmes de harcèlement et aussi des jeunes qui s'automutilent suite à ça. Là où c'est beaucoup moins clair dans la littérature, c'est que le fait d'être victime de harcèlement serait systématiquement associé à des difficultés scolaires de l'ordre des résultats ou du décrochage. On a évidemment des victimes qui manifestent des baisses de résultats. On a évidemment des victimes qui s'absentent de l'école parce qu'elles ne veulent pas être en présence des auteurs de harcèlement. Mais on a peu de données concluantes pour dire que ça serait un facteur systématique et de baisse de résultats ou d'abandon de l'école. Souvent, les victimes ne sont pas dégoûtées de l'école, elles sont dégoûtées d'aller à l'école parce qu'il y a les auteurs qui sont là, mais ça ne se manifeste pas dans un décrochage par rapport au contenu des apprentissages. Vous avez aussi des jeunes qui vont surinvestir les apprentissages scolaires et la réussite, quelque part, pour montrer aux auteurs qu'elles valent quelque chose et qu'elles sont capables. Il y a plein, évidemment, d'élèves qui ont continué quand même à avoir des bons amis à l'école, qui ont des bonnes relations avec certains de l'école et donc qui continuent à aller à l'école. Donc voilà, en demi-teinte, mais la conséquence la mieux documentée, ou en tout cas le corrélat le mieux documenté, c'est vraiment des difficultés émotionnelles. Alors, si je reviens donc, à cette idée qu'en fait, ça pourrait être vraiment traumatisant à long terme jusqu'à l'âge adulte, là, par contre, on constate que les effets sont plutôt faibles à modérés. Donc, c'est pas non plus, pour la plupart des élèves, c'est pas un traumatisme majeur. Et chez la plupart des élèves, après 1 an, la majorité des effets s'estompent quand ça s'arrête. Donc là, le message est qu'il y a un risque important quand il y a du harcèlement qui est en fait le passage à l'acte suicidaire. La bonne nouvelle, c'est que quand on arrive à arrêter le harcèlement, la plupart des victimes récupèrent. Donc il y a une forte résilience des enfants et des adolescents face à ce phénomène-là. Donc attention aussi au message qui voudrait faire passer le fait, ah mon Dieu, tu as été victime de violences à l'école, donc voilà, tu vas traîner ça toute ta vie, etc. Donc c'est pas du tout ce que les études nous disent non plus. Donc c'est pas anecdotique, mais ça semble pas non plus pour la plupart des élèves un trauma majeur. L'autre information intéressante, c'est que le soutien des parents et des enseignants aide à réduire les conséquences négatives qui sont associées à la victimisation. Donc là, on a aussi des indications en termes de prise en charge qui sont vraiment intéressantes. Donc, difficultés, détresse émotionnelle, pensée suicidaire, mais aussi d'éventuelles conséquences qui semblent associées chez les auteurs. Donc là, j'ai parlé des victimes, maintenant je regarde du côté des auteurs. On voit que les auteurs, ils ont tendance plus que les autres à adopter davantage de comportements violents en général, pas juste dans leurs relations avec leurs pairs, que c'est lié à une augmentation des transgressions et des délits à plus long terme. Donc les adolescents qui sont auteurs de harcèlement à l'école, ils ont 2 fois plus de risques d'avoir affaire au système judiciaire quand ils sont adultes. Et c'est lié à une augmentation de la consommation de drogue. Donc là, plutôt des problèmes qu'on appelle externalisés chez les auteurs. Là où les victimes, on avait plutôt des problèmes internalisés, c'est-à-dire tournés vers soi. Et puis, il y a une catégorie de jeunes dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, qui sont des jeunes qui sont à la fois régulièrement auteurs de harcèlement et de violence envers les autres et victimes. Donc, ils cumulent les 2 problématiques. Comme ils sont auteurs, ils vont susciter aussi pas mal de réactions négatives de leur entourage, donc ils vont peut-être aussi recevoir moins de soutien. Et ce que la littérature nous dit, c'est que ces jeunes-là, ils cumulent les difficultés que j'ai décrites pour les victimes et pour les auteurs. Donc le groupe de jeunes qui est le plus en souffrance, c'est des jeunes qui sont à la fois auteurs, parce qu'ils se montrent impulsifs, agressifs avec les autres élèves qui les entourent, mais ils sont aussi victimes de harcèlement et de brimade, et donc ils ont les difficultés à la fois internalisées et externalisées. Finalement, il y a des études qui documentent des difficultés pour les témoins, particulièrement une augmentation du stress et une perception plus négative du climat scolaire, avec des chiffres là qui montrent que 80 à 90% des élèves, au moins, ont été témoins de harcèlement à l'école. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, en termes de vécu quotidien des élèves, c'est extrêmement répandu. La plupart de nos jeunes ont vu du harcèlement à l'école
se dérouler autour d'eux. On peut essayer d'aller un peu plus loin maintenant sur est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques des victimes et des auteurs. Alors, une des choses qu'on peut parfois entendre sur les victimes, c'est qu'elles auraient éventuellement des attitudes provocantes. Elles seraient parfois un petit peu bizarres dans leur comportement. Elles auraient des comportements qui ne seraient pas totalement adéquats sur le plan social, et donc on pourrait travailler là-dessus. Un autre discours qu'on entend parfois, c'est qu'elles ne se défendent pas ou pas assez, et que si elles réagissaient davantage, peut-être qu'elles seraient moins victimes. Qu'est-ce que la littérature nous dit sur les caractéristiques des victimes? Elle nous dit surtout que les victimes, présentent des difficultés émotionnelles et une estime de soi un peu plus faible que les autres, et qu'elles se perçoivent et sont perçues comme socialement moins habiles et plus isolées. Donc, isolement et détresse émotionnelle. La question qui suit, c'est qu'est-ce qu'il en est en termes de quelle est la poule, quel est l'œuf? Parce que ce que je vous décris là, difficulté émotionnelle et isolement social, c'est ce qu'on a vu qui était aussi les conséquences potentielles du harcèlement. Donc ici, le problème est de savoir si la détresse émotionnelle et l'isolement social vécu, c'est plutôt des conséquences du harcèlement ou en fait, c'est des facteurs de risque pour être victime. Et là, on est obligé de se tourner vers les études longitudinales qui suivent les jeunes dans la durée. Et là, ce que ces études nous montrent, c'est qu'en fait, oui, le fait d'être à un moment donné moins bien dans sa peau et d'être plus isolé socialement, notamment parce qu'on est nouveau ou nouvelle dans un groupe et qu'on arrive dans un groupe, ça vous met plus à risque de devenir victime. Donc les jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale, que ce soit de façon chronique ou de façon transitoire, sont plus à risque d'être victimes de harcèlement à l'école. Ce qui veut dire qu'en termes de prévention de la santé mentale, c'est vraiment un enjeu, parce que ça permettrait aussi peut-être que certains jeunes soient moins à risque. Et comme je vous l'ai dit, ça va dans l'autre sens aussi, donc on a vraiment des effets réciproques. Une fois qu'on commence à être la cible de harcèlement, on se sent moins bien, donc on a moins de ressources pour rebondir, pour réagir quand quelqu'un vient nous embêter. Et les autres ont tendance à s'éloigner de vous, parce qu'ils ne veulent pas devenir la prochaine victime, ils ne veulent pas être associés à vous. Et donc vous vous retrouvez plus isolé sur le plan social. Comme vous êtes moins bien, vous êtes plus isolé, vous avez moins de gens pour vous soutenir, et vous risquez aussi plus d'avoir des réactions qui peuvent paraître bizarres de la part des autres élèves. Parce que vous êtes mal, parce que vous vous demandez ce qui se passe, vous vous demandez si c'est de votre faute. Surtout si les autres ne viennent pas vous soutenir, ne réagissent pas quand il se passe des choses. Vous avez vraiment l'impression, voilà, vous dites, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? On voit bien, du coup, le risque de cercle vicieux dans lequel les victimes peuvent être prises. Et finalement, plus le harcèlement va être grave et plus il va s'installer dans le temps, plus il y a des risques que, de fait, la victime commence à avoir des comportements parfois étranges et des réactions parfois étranges quand il se passe des choses, voire de temps en temps à exploser un peu sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Et donc ici, l'écueil à éviter au niveau clinique ou de prise en charge, c'est de faire porter à la victime la responsabilité de ce qui lui arrive. Donc de blâmer la victime pour ce qui lui arrive. On voit bien qu'ici, c'est vraiment la priorité, elle est d'arrêter le harcèlement, pas de dire à la victime il faut que tu réagisses autrement. On peut faire ça dans un second temps, mais il faut vraiment d'abord qu'on soutienne la victime et qu'on la protège. Par rapport à cette idée que la victime serait passive, c'est pas du tout ce que les études montrent. C'est que les études montrent plutôt que les victimes, elles ont essayé différentes stratégies. Elles se sont vraiment bougées quand le harcèlement a commencé. Elles ont essayé différentes choses. Et en fait, ce qui à un moment les met dans un sentiment d'impuissance, c'est que rien de tout ça n'a permis d'arrêter le harcèlement. Et donc, finalement, quand on voit qu'une victime ne réagit pas du tout et semble passive, on doit s'inquiéter parce que ça veut dire qu'elle a développé probablement un sentiment d'impuissance assez profond. Et que donc là aussi, l'idée, c'est pas de lui dire il faut que tu fasses quelque chose, c'est plutôt d'abord de l'écouter et de la soutenir. Mais donc vraiment, les études s'élèvent en faux contre l'idée que la victime serait passive. Comme je disais, elle peut développer une passivité, mais au départ, elle a essayé de réagir. Elle a essayé souvent d'en parler aussi, pas toujours de façon peut-être très explicite, peut-être pas en choisissant les mots de harcèlement, etc. Peut-être pas en insistant sur le caractère récurrent du problème, mais en rapportant le dernier incident qui s'était passé.
Et donc là aussi, quand un jeune vient confier quelque chose, c'est peut-être intéressant d'avoir ce réflexe, d'aller un peu plus loin, de demander si c'est la première fois, s'il n'y a pas déjà eu des faits similaires qui se sont passés, etc., pour que la victime se sente écoutée. Parce qu'évidemment, la victime, elle va essayer quelquefois d'en parler, en particulier aux adultes. Et puis si elle voit que les adultes n'ont pas l'air à l'écoute, n'ont pas l'air de saisir ce qui se passe, elle va se dire à quoi bon. Donc il y a aussi cet effet-là qui peut se passer. Donc vous voyez donc ici, éviter de stigmatiser la victime, de lui porter la responsabilité et c'est l'importance d'être à l'écoute et d'essayer de détecter ce qui se passe quand les jeunes envoient des signaux peut-être à bas bruit autour de ces problématiques-là. On peut maintenant se tourner vers les auteurs et regarder un petit peu qu'est-ce qu'on sait sur ce plan-là. Avec là aussi, si je reprends un peu quelques grandes idées que j'ai pu trouver dans les médias ou dans des conférences grand public, parfois dans certains écrits en librairie, il y a cette idée que les auteurs, pardon, seraient peut-être en souffrance et que, en fait, pour se protéger de leur souffrance, quelque part, elles la projetteraient en allant agresser les autres. Une autre idée qu'on entend beaucoup, c'est que les auteurs manquent d'empathie. Ils auraient des déficits dans leur capacité à comprendre les émotions des autres et à ressentir des émotions des autres, à se mettre à leur place. Et finalement, il y a cette idée que les auteurs seraient motivés par des peurs de la différence. Les autres sont un peu différents, peut-être un handicap, une orientation sexuelle qui n'est pas l'orientation sexuelle majoritaire, des différences raciales, etc. Et ce serait la peur de la différence qui mobiliserait les auteurs. C'est intéressant de regarder ce que la littérature scientifique nous dit par rapport à ces idées-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? D'abord que, en fait, très difficile de trouver un lien avec l'estime de soi. Donc les auteurs n'ont pas l'air d'avoir des problèmes d'estime de soi. Ils n'ont pas l'air de souffrir d'isolement social, ni de détresse émotionnelle. Donc quand on prend même des échelles cliniques, etc., aucune trace de problème émotionnel chez les auteurs, enfin, chez la majorité des auteurs en tout cas. Donc l'idée qu'ils seraient en souffrance, quoi, ça n'a pas l'air de tenir la route pour la majorité d'entre eux ou d'entre elles. Il y a bien un lien avec l'empathie affective, mais il est faible. Il n'est pas dans toutes les études. Donc, en effet, les auteurs semblent manifester un peu moins d'empathie affective, donc un peu moins se mettre à la place des autres en termes affectifs et ressentir les émotions que les autres ressentent et les partager. Mais c'est assez faible. Et surtout, on a d'autres études qui ont l'air de montrer que ce n'est pas un déficit général, c'est-à-dire qu'avec certaines personnes, ils ont l'air tout à fait capables d'empathie, en particulier avec leurs proches et leurs amis. Mais c'est plutôt qu'en fait, ils n'ont pas d'empathie pour leurs victimes. Donc c'est vraiment très ciblé, comme ça ne semble pas un déficit général d'empathie, c'est pas d'empathie pour les victimes, leurs victimes à elles. Et puis on voit d'autres caractéristiques, par contre, qui sont assez distinctives des auteurs, c'est des comportements, pas juste d'agression entre pairs, mais d'autres comportements violents, moins de respect des règles, y compris des règles scolaires, parfois aussi des règles à la maison. Et puis une série de croyances et de mécanismes qu'on appelle, par exemple, le désengagement moral, qui est une idée de... On va trouver en fait des tas de bonnes raisons de pouvoir se montrer agressif et de ne pas avoir d'empathie vis-à-vis de la victime. On va dire que c'est la victime, c'est de sa faute, parce qu'elle a des comportements ou il a des comportements qui ne sont pas adéquats ou qui dérangent. On va dire que c'est pas si grave, que c'est pas comme si on l'avait tué ou on l'avait frappé, c'est juste pour rire. Tout le monde le fait. Voilà. Et donc voilà, toute une série où c'est de la faute de la victime. Si elle se défendait, si elle n'était pas si faible, voilà, ça ne lui arriverait pas. Et donc, tous les mécanismes comme ça qui vont en fait amener les auteurs à pouvoir justifier ce qui leur arrive sans ressentir de la honte ou de l'empathie. Oui, c'est de l'empathie ou sans culpabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle les désengagements moraux. On va trouver aussi chez beaucoup d'auteurs de harcèlement plus de ce qu'on appelle de machiavélisme et de narcissisme. Ils sont plus centrés sur eux-mêmes. Ils ont donc plutôt une vision très positive d'eux-mêmes et ils estiment parfois qu'ils ne reçoivent pas ce à quoi ils ont dû. Ce à quoi ils auraient droit, vu qui ils sont, vu leur qualité. Et le machiavélisme, c'est l'idée qu'en fait, finalement, avoir recours à la force, c'est justifiable, c'est légitime, surtout si on arrive à ses fins. C'est un moyen efficace pour arriver à ses objectifs. Qu'on peut un peu manipuler les autres, on peut leur marcher sur la tête si ça nous permet d'arriver à ses objectifs, et que finalement, c'est les gens qui sont trop faibles, et tant pis pour eux, c'est les gens qui ont des pigeons, c'est de leur faute. Donc vous voyez, toute une série de croyances qui construisent en fait un mécanisme qui fait qui vont vraiment justifier en fait aux yeux
des auteurs que finalement, ce qu'ils font, c'est pas si mal et que c'est normal et que c'est utile. Donc, on est plutôt ici sur la lecture qui se dégage des recherches, c'est vraiment plutôt qu'on est, pour la majorité des auteurs, sur une logique de pouvoir ou de dominance, que c'est ça le carburant qui les alimente. C'est parce que ça leur donne une place dans le groupe, ça leur donne un statut, ça leur donne une réputation, ça leur donne un pouvoir concret sur les autres, ça leur permet d'arriver à certaines choses, etc., qui sont intéressés par le harcèlement. Et donc, en effet, c'est pas vraiment nécessairement, ici, on voit qu'en fait, la victime, ils s'en préoccupent pas, parce que c'est pas ça nécessairement qui les tracasse. C'est pas là ils n'ont pas l'air de vouloir de faire en fait du mal à la victime pour la victime. Ils ont l'air d'avoir besoin d'une victime pour le statut et la place que ça leur donne dans le groupe. Et donc ça s'inscrit vraiment en décalage par rapport aux idées reçues que j'ai évoquées tout au début. On est plutôt face à des jeunes qui semblent avoir besoin qu'on fasse un travail sur les normes, qu'on retravaille les croyances qui justifient leur comportement et les bénéfices qu'ils tirent de leur situation. Plutôt que de penser qu'ils ont des problèmes cachés, que c'est la peur ou des déficits de compétences au niveau émotionnel et empathie affective qui sont à la source de ce problème-là. On pourrait presque dire l'inverse, que travailler sur des compétences socio-émotionnelles comme l'empathie, ça pourrait renforcer leur capacité à manipuler les autres. Parce qu'en fait, leur problème, ça semble plutôt la motivation morale qu'ils ont, plutôt que la capacité à gérer les relations. Ils ont l'air d'utiliser tout ce qu'ils savent au niveau des relations et de comment ça marche les relations pour imposer leur vie. Ça, c'est ce qui se dégage quand on regarde l'ensemble des auteurs, donc la majorité des auteurs. 5 minutes encore. Merci. On a une exception, c'est les auteurs victimes, qui sont les moins nombreux, mais chez qui on va retrouver, par contre, un profil qui ressemble plus à ces idées reçues, où on a plutôt là des traces de problèmes familiaux, donc difficultés émotionnelles, de la maltraitance, de la négligence, et des déficits des compétences socio-émotionnelles, donc des compétences pour gérer les émotions et les relations avec les autres, comme beaucoup d'impulsivité, pas beaucoup de structuration, difficulté à reconnaître ses émotions, à les réguler, etc. Et donc ça, c'est le profil, mais qui est minoritaire en fait, mais qui ressemble plutôt à ceux qui sont décrits un peu dans certaines prises de parole publiques, et qui sont probablement aussi, ce qui explique ce décalage, ceux qui ont des chances d'aller consulter. C'est-à-dire que ceux qui vont peut-être aller consulter, c'est les victimes et c'est les auteurs victimes. Mais si vous avez bien compris le profil que j'ai dressé des auteurs, c'est des jeunes qui n'ont pas besoin, enfin, on ne voit pas pourquoi ils iraient consulter en fait, parce qu'ils n'ont pas de demande, eux ils disent qu'ils n'ont pas de problème. Et donc ces jeunes-là ont très peu de chances d'aller consulter, être en contact avec en fait tout le système de santé mentale. Et donc ça pourrait expliquer pourquoi on a un décalage entre certains discours, certaines croyances, et puis les résultats de la littérature. Et donc ici, voilà, la majorité des auteurs, plutôt un recadrage nécessaire que se dire qu'ils ont un problème quelque part, une souffrance ou une peur ou un déficit. Un petit mot, mais il sera vraiment bref parce que on peut revenir dessus après, si vous le souhaitez, mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est est-ce que vraiment le cyberharcèlement, c'est par nature différent du harcèlement? Et globalement, quand on regarde les facteurs de risque, les conséquences, on est vraiment sur l'idée que non, c'est pas fondamentalement différent. Il y a un fort recouvrement entre les deux. Chez les enfants et les adolescents, il est très rare qu'il y ait du cyberharcèlement sans harcèlement en face à face. Et contrairement à une idée fort répandue, il y a nettement plus de harcèlement en face à face que de cyberharcèlement. Donc si le cyberharcèlement vous inquiète, dites-vous qu'en fait, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont victimes de harcèlement face à face que le cyberharcèlement que vous pouvez voir. Donc le message ici, pour la pratique, il est vraiment de ne pas dissocier les actions vis-à-vis du cyberharcèlement d'une prise en charge globale du harcèlement en général. C'est vraiment une continuité, il y a un recouvrement entre les deux phénomènes. Lié à ça, il y a la question de savoir si le cyberharcèlement c'est pire, est-ce que les conséquences sont plus graves, est-ce que c'est plus difficile de faire face à du cyberharcèlement que du harcèlement en face à face? C'est un discours qu'on peut lire aussi même dans certains écrits, etc. Il y a différentes raisons à ça. Il y a évidemment, les études disent, bah oui, le cyberharcèlement, ça en rajoute une couche, ça peut prolonger le harcèlement en face à face, puisque ça vous poursuit à la maison, ça peut vous poursuivre la nuit, etc. Cependant, les études montrent que quand on regarde ce qui se passe chez les jeunes qui vivent les deux, le harcèlement en face à face et le cyberharcèlement, c'est le harcèlement en face à face qui entraîne le plus de conséquences négatives, ou la combinaison de harcèlement en face à face et de cyberharcèlement.
pas le cyberharcèlement tout seul. Et quand on y réfléchit 2 secondes, ça paraît assez logique. C'est beaucoup plus prenant et menaçant d'être confronté directement à quelqu'un que via un écran interposé. C'est ce que les jeunes ont l'air de nous dire. Ça les désempare plus, ça leur fait plus peur, les conséquences sont plus fortes quand c'est en face à face ou quand c'est en face à face et en ligne. Donc les 2 qui se combinent. Vous dire aussi, ça me paraît important pour comprendre ce que je raconte là, les études montrent aussi dans la grande majorité des cas, quand il y a du cyberharcèlement, c'est des jeunes qui se connaissent et qui se connaissent par l'école. Donc le cyberharcèlement que vivent nos enfants et nos ados n'est pas nécessairement le cyberharcèlement que vivent des adultes qui sont poursuivis par des meutes, etc., avec des menaces de mort, etc. Ça semble beaucoup plus des violences de proximité dans le cas des enfants et des adolescents. J'en arrive à la question de la réaction. Alors, comment est-ce que les adultes réagissent? Est-ce que les adultes prennent les choses en main? Quand on regarde l'étude d'observation, quand on demande aux élèves, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que beaucoup de situations de harcèlement ne sont pas repérées par les adultes de l'école, que quand il y a des choses qui se passent sous le nez des adultes et que les adultes doivent avoir vu, il y en a qui ne réagissent pas du tout. Et ils nous disent finalement que quand les adultes réagissent, ça n'entraîne pas toujours une amélioration pour les victimes. Donc il y a un véritable enjeu là de mieux calibrer nos réactions, parce que c'est là-dessus que les jeunes vont juger sur notre crédibilité, notre fiabilité, et c'est là-dessus qu'ils vont voir est-ce qu'ils vont nous faire confiance ou pas. D'accord? Donc les victimes ont tendance à pas tellement se confier aux adultes de l'école, plutôt à leurs amis, à leur famille. On peut comprendre pourquoi, vu qu'ils n'ont pas tellement confiance dans les réactions des adultes de l'école. Et donc il y a vraiment là, en termes à la fois, enfin oui, en termes de santé mentale, un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les adultes de l'école réagissent de façon plus crédible vis-à-vis des jeunes. Comment est-ce qu'on peut faire pour réagir? Il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure. On Comment est-ce qu'on fait pour pas se focaliser que sur la victime, que sur les auteurs, mais on prend en compte la victime, les auteurs et les témoins, ce qui nous amène à différentes façons possibles de réagir. On peut travailler vis-à-vis des auteurs, soit avec de la sanction, soit en amenant à des pratiques réparatrices. On peut travailler avec les victimes, d'abord dans l'écoute, et puis après, on peut renforcer l'élève et voir comment peut-être il pourrait plus réagir autrement, l'outiller pour qu'il puisse faire face à d'autres situations si elles se produisent. Et on peut essayer de mobiliser les témoins à travers différentes techniques, dont la méthode des préoccupations partagées, mais il y en a d'autres aussi, la méthode du groupe de soutien. Et l'idée, c'est d'aller mobiliser les témoins en leur disant qu'on est préoccupé parce qu'un jeune nous semble en souffrance dans leur groupe et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider ce groupe. Et puis, on peut faire de la médiation, c'est-à-dire qu'on peut essayer de mettre en présence la victime et l'auteur supposé, et de les faire discuter. Là, il y a une certaine forme de consensus parmi les spécialistes pour dire que la médiation n'est pas une bonne technique pour faire face à du harcèlement. Pourquoi? Parce que dans le harcèlement, il y a ce déséquilibre de pouvoir dans la relation qui s'est installée, et même si vous êtes là, vous ne pouvez pas garantir que ce déséquilibre n'est pas présent, même à travers le non-verbal, à travers le passif de la relation. Donc il y a vraiment cette idée, et pourtant c'est quand même quelque chose, les directions d'école par exemple font ça régulièrement, de vouloir confronter la victime et l'auteur supposé, en disant on a deux versions des faits différentes, expliquez-vous. Mais c'est comme un peu si on mettait dans un couple la personne qui est abusée, qui est battue en présence de l'auteur, et qu'on leur disait, en fait, on va vous écouter tous les deux, en vous mettant sur pied d'égalité, comme si vous aviez un peu des torts partagés et une responsabilité commune, et que chacun va devoir mettre de l'eau dans son vin pour trouver une solution. Ça, quel que soit le discours qu'on a, quand on fait de la médiation, c'est ça le message qu'on fait passer. Ça, c'est vraiment à éviter. Pour les autres approches que j'ai détaillées avant, est-ce qu'on a des données qui nous disent qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Non. Ce que l'étude de données dont on a aujourd'hui, c'est plutôt de dire chacune de ces stratégies, donc mis à part la médiation, semble parfois utile et parfois pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La meilleure lecture qu'on a aujourd'hui, pour nous, c'est, vu l'état de nos connaissances, l'approche qui nous paraît la plus intéressante, c'est de ne pas recommander une approche particulière dans les cas de harcèlement, mais plutôt d'avoir une boîte à outils avec ces différentes approches qui sont disponibles, et puis en fonction de l'analyse qu'on fait de la situation, combien de personnes sont impliquées, depuis combien de temps ça dure, quelle est la gravité des faits, que souhaite la victime, est-ce que l'auteur va reconnaître les faits ou pas, etc. En fonction de tout ça, quand on a discuté de ça, qu'on a mis les choses sur la table, de choisir
la stratégie ou la combinaison de stratégies qu'on va mettre en place dans ce cas-là, de la mettre en œuvre, d'assurer un suivi pour vérifier que ça aide vraiment la victime et que le harcèlement s'arrête. Et si jamais on voit que ça n'améliore pas la situation, de revenir, de remettre le travail sur le métier, de choisir une autre stratégie jusqu'au moment où on trouve quelque chose qui permet d'arrêter le harcèlement. Donc ça ressemblerait à ça un petit peu. Donc d'abord d'intervenir vis-à-vis de toute forme de violence qu'on observe entre enfants et ados dans l'école. Ensuite, dans la prise en charge même, vraiment être à l'écoute. D'abord, les victimes, elles ont d'abord besoin qu'on écoute ce qu'elles vivent. Deuxième élément, quand on est face à une situation, ne pas rester seul, comme dans toute situation de maltraitance. Est-ce que j'ai un collègue? Est-ce que j'ai quelqu'un avec qui je peux débriefer? Ensuite, comme je viens de le dire, analyser la situation de façon globale en prenant en compte les différents protagonistes, parce qu'on est en milieu éducatif, on va devoir travailler à long terme avec et la cible, et les auteurs, et les témoins. Intégrer la victime dans la recherche de solutions. Il faut qu'on l'écoute, il ne faut pas qu'on renforce son sentiment d'impuissance et, comme je l'ai dit, assurer un suivi dans la durée. Et donc, notre message, c'est vraiment de dire, il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas une bonne façon de faire face à une situation de harcèlement. Il faut vraiment analyser la situation à chaque fois et chercher à plusieurs une solution qui fonctionne dans ce cas précis. Pour ça, on peut compter sur toute une série d'acteurs qui sont mobilisés autour de l'école et auxquels on peut faire appel au sein de partenariats. Et finalement, la question, comme je disais, de la prévention, je ne vais pas pouvoir l'aborder en détail, mais je vais peut-être juste souligner un élément qui est que aujourd'hui, quand on regarde les études d'évaluation des interventions, enfin de prévention du harcèlement, il y a une chose qui se dégage, c'est que les interventions qui n'intègrent pas directement et explicitement la question du harcèlement ne font pas diminuer le harcèlement. Donc une approche générale où on dit par exemple on va améliorer le climat scolaire, sans à un moment donné vraiment expliquer, travailler avec les jeunes sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a du harcèlement, qui vous pouvez aller trouver, qu'est-ce qu'on a prévu comme réaction, etc. Ça n'a pas d'effet détectable sur le harcèlement. Donc il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, il va falloir faire de la prévention spécifique. Sinon, ça ne fonctionne pas. En tout cas, on n'arrive pas aujourd'hui à dégager d'effets. Voilà, alors il y a certaines pistes pratiques sur lesquelles on peut revenir, mais qui sont moins directement liées au travail de suivi psychologique qu'on peut faire avec les personnes impliquées. Si vous voulez en savoir plus et avoir accès à toutes les références de tout ce que j'ai raconté et plus, vous pouvez aller consulter cet ouvrage ou cliquer sur les liens qui sont là pour avoir accès à tous les travaux de notre équipe qui sont disponibles en ligne. Il me reste à vous remercier grandement pour votre attention. Merci Benoît. Avant de passer la parole à nos deux collègues Vincent et Théodore pour les nombreuses questions arrivées sur le chat, je voudrais souligner l'intérêt de plusieurs points dans ta présentation, notamment parler de la diminution ou d'une tendance de diminution de la fréquence du harcèlement dans plusieurs pays. Est-ce que c'est le résultat d'actions de prévention efficaces? Je crois que c'est important aussi de penser les conséquences du harcèlement, évidemment d'abord sur les victimes, mais aussi sur les auteurs victimes et sur les témoins, et c'est plus rarement souligné. Donc sur les réactions, l'insistance sur les réactions des adultes de l'école, c'est vrai qu'ils ne repèrent pas toujours les situations de harcèlement et peut-être encore plus difficilement si le harcèlement prend la forme d'une mise à l'écart, d'un ostracisme, plutôt que des violences verbales ou physiques, et puis certains ne réagissent pas. Donc on voit bien l'importance des préoccupations partagées pour des actions efficaces. Et ça me fait penser à Éric de Barbieux qui a publié ces jours-ci un livre qui s'appelle Zéro pointé, une histoire politique de la violence à l'école, qui a été enseignant spécialisé et longtemps délégué interministériel à la prévention de la violence à l'école. Je trouvais intéressantes les réflexions sur l'importance des équipes de qualité stables, soudées, de la relation de confiance avec la hiérarchie pour élaborer des stratégies de prévention et de lutte du harcèlement à long terme dans l'établissement. Et il y a quand même un point d'inquiétude à ce sujet parce que de plus en plus dans les enquêtes, y compris celles du ministère,
On voit qu'on a des grosses difficultés relationnelles dans les équipes, hein. Je ne parle pas des enseignants, je parle des équipes des établissements globalement, une dégradation du climat scolaire, des relations entre adultes de l'école, et puis ceci en lien avec une remise en cause très forte de la hiérarchie dans l'établissement et au-delà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là de nouveaux risques pour espérer encore une réduction du harcèlement scolaire? Voilà, j'arrête là et pour laisser la parole aux participants relayés par Vincent et Théodore. Oui, merci. Alors, pas mal de questions ce soir sur le chat. Des questions autour du repérage. Les participants demandaient un petit peu s'il y a des exemples sur la détresse émotionnelle, comment on peut la repérer, comment on peut la détecter, comment on peut aider les parents aussi à dépister si leurs enfants sont victimes de harcèlement. Très bonne question. Extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses spécifiques. Donc on peut juste regarder, des changements d'humeur, en manque d'envie d'aller à l'école, plus dit perte d'appétit, enfin, un changement dans les habitudes, dans les routines, dans des expressions parfois un petit peu masquées, mais qui peuvent être dues à plein d'autres choses. À une difficulté scolaire, à une rupture amoureuse, un problème dans la famille, et donc c'est vraiment aspécifique, et donc c'est plutôt on est dans la veille, la vigilance habituelle qu'on pourrait avoir comme parent. Est-ce qu'on a des lieux où on s'écoute, des lieux où on se parle, comme un repas, par exemple, partagé? Voilà, des choses aussi basiques que ça, mais il y a malheureusement pas enfin malheureusement, il y a très peu de signaux spécifiques qui permettraient de dire, voilà, on est vraiment face à des choses aspécifiques et puis c'est vraiment en posant des questions, en discutant avec son enfant, en étant à l'écoute, qu'on va pouvoir se dire: «Ah, en fait, ça vient de là». Ouais, j'aurais pu, aussi dire des cauchemars, des choses comme ça, voilà. Donc on peut être attentif comme on est en général comme parent, mais on n'a rien qui nous dirait: «Ah!» à moins qu'à un moment donné, l'enfant vienne en parler. Mais voilà, on n'est pas et les enfants ont parfois d'excellentes raisons, en tout cas dans leur tête, de ne pas nous en parler. Donc, genre, ils veulent pas nous rajouter du stress, ils ont honte, ils trouvent que, voilà, peut-être qu'ils s'inquiètent un peu de comment on va réagir, ils pensent que c'est de leur faute. C'est à eux de s'en sortir aussi, ça c'est plutôt les ados, ils vont dire: «Mais c'est moi qui dois gérer ça» et donc voilà, ils vont parfois pas non plus et donc il faut pas enfin, on constate dans pas mal de cas que quand il y a un événement qui fait que parfois malheureux, qui fait que la situation est dévoilée quelque part, les parents culpabilisent du fait qu'ils ont pas repéré, mais en fait, on pourrait dire c'est très courant, c'est très courant. Mm. Merci. Il y a une question qui revient assez souvent sur ce que vous pensez éventuellement des méthodes d'Emmanuel Piquet, qui est psychopraticienne et qui vise à donner des ressources aux élèves harcelés, qui est souvent citée. Oui, je comprends que la question soit là, mais alors il faut peut-être revenir, je vais essayer de voilà. Si je reviens justement à ce schéma-ci, la méthode ici alors il y a 2-3 choses à dire. La première, c'est visiblement, c'est une méthode qui peut être intéressante pour la victime. Mais je dirais que pour l'instant, ce qu'on sait des effets de cette méthode, c'est toujours lié à un public très spécifique. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui sont venus consulter des psychologues avec une demande précise qui est: «Aidez-moi parce que je suis victime de harcèlement». Ça veut dire que c'est probablement une infime minorité des victimes et qu'on est dans un cadre très spécifique qui est un cadre thérapeutique. Dans ce cadre-là, les échos qu'on a des praticiens, c'est de dire: «Ça semble utile à pas mal de jeunes». OK. Est-ce qu'à partir de là, on peut transposer cette méthode-là en milieu scolaire, par exemple? Là, moi, je dirais non, parce qu'on n'est plus Mm. dans un cadre thérapeutique, on n'est plus dans un cadre où c'est le jeune qui fait la demande et on n'est plus avec des professionnels qui sont nécessairement formés comme il faut pour le faire. Ensuite, et c'est là que je voulais en venir avec mon schéma, c'est que c'est une méthode qui, forcément parce qu'elle a été développée comme ça, s'intéresse qu'à la victime, pas aux gens qui sont autour. Mais moi, quand je travaille en milieu scolaire, il faut absolument que je m'intéresse aussi à l'auteur. Et c'est pas parce que la victime a appris à se défendre que nécessairement l'auteur va arrêter. Il va peut-être juste changer de victime. Donc il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse un travail éducatif avec les auteurs aussi. Et il faut que je me préoccupe de tous les gens qui sont autour. Parce que si le seul message éducatif que j'ai, c'est de dire, en fait, on va apprendre aux victimes à se défendre, je trouve pas ça très crédible comme personne qui doit s'occuper d'un collectif et en termes de climat scolaire, ça me paraît pas génial. Donc je trouve que c'est une méthode qui devrait faire partie quelque part, de la boîte à outils, mais en pratique privée et
certainement pas comme seule approche. Donc ça veut pas dire que vous pouvez pas faire un travail à l'école d'accompagnement de la victime à un moment donné dans le processus, peut-être pas en premier, mais de dire: «Tiens, mais toi, tu as réfléchi, si ça t'arrive de nouveau, qu'est-ce que tu pourrais faire?» et cetera. Est-ce que il y a des copains qui ont des idées, et cetera. Hem, donc c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs dans les stratégies, hein, renforcer et soutenir la victime, mais je ne la mettrai pas comme une méthode qu'on peut facilement importer dans l'école et qui serait la réponse, heu, au problème. Donc voilà, de Mm. nouveau, ça fait partie de la boîte à outils. C'est un outil parmi d'autres, qui doit être utilisé à mon avis dans le bon cadre. OK, merci. Merci. Justement, ouais, il y a pas mal encore de questions sur d'autres outils et dispositifs, mais quel est votre, point de vue justement sur le dispositif, phare qui est, développé en France? Alors, c'est difficile de répondre parce que je sais que d'une académie à l'autre, il n'est pas déployé de la même façon. Mmh. Donc, voilà, à nouveau, ben, si je on il a plusieurs composantes. Donc, l'évaluation qu'on peut faire, en tout cas de ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau recherche, n'est pas la même pour les différentes composantes. Pour la méthode de préoccupation partagée, ben, je l'ai mis c'est une approche qui est donc centrée sur les témoins plutôt. On va essayer de mobiliser les élèves qui sont autour des victimes pour, qu'elles se sentent moins isolées, qu'elles soient plus entourées, voir que les témoins s'opposent un peu plus au harcèlement, mais c'est pas toujours directement ça qu'ils auraient demandé. Et donc ça fait partie de la palette, mais ça va pas dans tous les cas. Je pense qu'il y a des tas de situations où en fait ça va pas du tout être pertinent de fonctionner comme ça. Je pense à des situations par exemple où il y a des faits très graves, qui sont vraiment de l'ordre de la délinquance, des cas où en fait, les auteurs sont très, très loin dans leur logique, de harcèlement et où, on va mettre en danger éventuellement les témoins, en essayant de les mobiliser pour qu'ils s'interposent. Donc il faut vraiment bien évaluer la situation. De nouveau, l'idée n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, c'est de dire c'est un outil, dans quelle situation est-ce qu'il est adapté? Ce qui me paraît par contre une mauvaise réponse, c'est de dire dès qu'on a du harcèlement, c'est ça qu'on va utiliser comme méthode. Si la réponse par défaut, quand il y a une situation de harcèlement, c'est la méthode de préoccupation partagée, là j'ai un problème. Et je crois que même Jean-Pierre Bellon, c'est pas ça qu'il prône. Donc voilà, c'est de nouveau, ça fait partie des outils et je pense que ça, c'est une des limites de beaucoup de politiques, scolaires, c'est de vouloir imposer une réponse, par défaut à ce genre de situation, où là où il faudrait à mon avis plutôt faire du sur-mesure. Voilà. Une autre approche dans le méthode, l'approche phare, c'est la mobilisation des élèves sur des messages et cetera, heu, des élèves témoins. Bah, on s'approche plus de la médiation par les pairs et j'ai déjà expliqué ce que je pensais de la médiation. Donc que ce soit par les pairs ou par les adultes. Ce volet-là me paraît moins convaincant. Mm. Mais on n'a pas de Ok. données. Pour l'instant, ça n'a pas été évalué, donc Merci. Il y a quelqu'un qui parle d'un film belge Le Monde de Laura Vandel qui est sorti en France en 2022 sur l'enfant auteur, l'enfant témoin, l'enfant victime qui devient enfant victime auteur. On observe beaucoup ces décalages de position, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des enfants qui eux-mêmes ont été agressés à un moment, vont avoir ce statut d'agresseur à un moment facilement. bah, ce qu'on a, c'est plutôt des anecdotes. Mm. Mais, quand on regarde les données systématiques, un peu, les enquêtes à grande échelle et cetera, c'est, très, très rare. Donc on a des collègues, par exemple en Suisse, qui ont suivi des élèves pendant 7 années scolaires, qui montrent qu'il y a quasiment aucun passage du statut de victime à auteur ou Mm. d'auteur à victime. Ça semble extrêmement rare. Les seuls qui semblent, faire exception à la règle, c'est de nouveau les auteurs victimes, donc les agresseurs victimes, qui eux, c'est comme si, c'était un peu en clignotant. C'est-à-dire, il y a des moments dans la scolarité où ils sont plus victimes, il y a des moments où ils sont plus auteurs. C'est comme si eux, ils oscillaient, mais c'est vraiment de nouveau, on parle de, je sais pas, 3-4 des élèves, mais ceux-là semblent passer par des phases où ils sont plus en difficulté et plus victimes, peut-être parce que le groupe réagit autrement et des fois, des moments où ils sont plus dans la phase, c'est eux qui causent les problèmes. Mais globalement, on a plutôt, pour le reste, des rôles qui sont assez différenciés. Mm. Bon, de nouveau, c'est sur des grands échantillons, donc de nouveau, il y a des anecdotes et ça peut arriver, mais ça semble assez peu la règle, en fait, que des jeunes passent de l'un à l'autre. D'accord. OK, merci. Une question aussi, une personne qui demandait si un enfant annonce à un psychologue, qu'il subit du harcèlement, comment doit, enfin évidemment ça va être au cas par cas, mais sur des faits un petit peu importants, comment doit le psychologue doit se conduire par rapport aux autorités, et par rapport à l'école?
si des faits de harcèlement lui sont révélés dans son cabinet. Donc, je vais revenir à ce que je proposais tout à l'heure. Donc, d'abord, vraiment avoir une écoute bien attentive, Mm. de ne pas décider seul. C'est-à-dire, à un moment donné, et là, la difficulté quand on est dans une relation individuelle de consultation, c'est comment est-ce qu'on va faire pour avoir d'autres informations? Parce que c'est peut-être là, il faut se demander, voilà, et qu'est-ce que la victime souhaite? Donc, ne pas rester seul, pouvoir débriefer avec quelqu'un pour avoir un autre point de vue et voir qu'est-ce que la victime souhaite. Et en fonction du jugement qu'on va porter sur la gravité de la situation, sur le risque suicidaire que j'ai évoqué, on va décider, est-ce qu'on fait un travail, on continue un travail avec la victime? Je prends la situation, par exemple, on trouve que la situation n'a pas l'air très dramatique, il y a pas, voilà, les pensées suicidaires sont peu présentes, c'est peu concret, il y a peu de planification, il y a encore rien de signaux alarmants qui sont présents à ce niveau-là. La victime elle-même ne souhaite pas trop que l'école soit au courant, ça dure pas trop longtemps, et cetera. On pourrait se dire: «Bon, ben, voilà, moi je vais faire mon travail d'accompagnement». Il y a des fois, on va se dire: «Non, non, il y a un vrai risque», et même si la victime ne le souhaite pas, je dois pouvoir lui dire: «Bah, écoute, moi, de mon point de vue d'adulte, je me sens obligé de faire ça. Je me sens obligé d'informer l'école, ne fût-ce que pour prendre des informations, pour avoir plus d'informations sur ce qu'ils vont faire, parce que je trouve que, voilà, je te sens en danger, et j'ai bien entendu que toi, tu souhaitais pas ça, mais voilà, je t'explique que moi, de ma position, j'ai un autre point de vue sur la situation. Je t'ai bien entendu, mais voilà, et je t'annonce ce que je vais faire et comment je vais le faire et comment je vais te tenir au courant de ce que ça donne». Hem, Évidemment, le challenge là, c'est que vous perdez la main sur qu'est-ce que l'école va en faire. Mais en même temps, comme je dis, il y a des fois où vraiment ce sera la piste de ça à faire. Voilà, je suis désolé, c'est un peu bateau ce que je raconte, mais c'est pour vous donner quelques idées. Mais de nouveau, je pense qu'il n'y a pas une recette toute faite. Heu et de nouveau, c'est pas, il faut prévenir l'école absolument ou il faut surtout pas la prévenir. C'est où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que je sens comme ressource du côté de la victime, ou pas, ou comme fragilité, et puis voir, et on peut revenir sur son point de vue aussi. On peut avoir pris une décision à un moment donné et puis quelques semaines plus tard se dire: «Ouh là, c'est en train de filer du mauvais coton, il faut absolument que je mobilise l'école aussi». Voilà, on peut aussi à un moment donné plutôt que passer par l'école, on peut peut-être voir avec les parents, qu'est-ce qu'il en est? Suivant l'âge aussi du jeune ou de la jeune, et passer par les parents et peut-être discuter avec les parents, dire: «Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers l'école?» «Ah, vous avez peut-être déjà fait quelque chose vis-à-vis de l'école? Ah oui, vous avez eu ça comme réponse?» Donc voilà, je serais très nuancé en tout cas Mm. Il y a dans la quelqu'un qui réaction. disait on peut aussi faire un signalement ou une IP. Alors, est-ce qu'on va dans ce sens-là dans des situations de Directement. harcèlement? Alors oui, pourquoi pas? Alors c'est-à-dire de nouveau, je pense que, il y a toujours cette option-là. Moi, je garderais alors la difficulté, elle est qu'est-ce qu'on vise en fait? Parce que si on espère que le passage par le système judiciaire va donner une solution rapide pour mon enfant, mon expérience et tous les témoignages que j'ai entendus, c'est mort. Ça va jamais assez vite. Par contre, si on se dit: «On va faire l'école ne bouge pas assez et on en voudrait avoir un moyen de pression vers l'école», bah, là, on fait déclaration et on dit à l'école: «On a fait un signalement». Et là, souvent, l'école commence à bouger un peu plus. Ouais. Mais on l'a plutôt utilisé comme un levier pour mobiliser l'école, Mm. pour avoir une solution rapide, que d'avoir vraiment l'espoir que c'est ça qui va, voilà. Maintenant, à long terme, c'est peut-être intéressant qu'il y ait plus de signalements pour le système dans son ensemble. Donc là aussi, il faut réfléchir à un autre niveau. Mais c'est vrai que du point de vue individuel du jeune et de sa famille, le signalement va probablement les embarquer dans des procédures longues, assez énergivores et qui vont peut-être pas amener tout de suite, heu, la protection qu'on voudrait pour son enfant. Donc voilà. Après, ça dépend aussi, parfois on connaît mieux les gens, on connaît mieux le parquet, on sait comment ils réagissent et donc on sait un peu aussi se dire: «Ah mais là ils vont OK, c'est quelqu'un de fiable, on peut le contacter, on va faire ça». Mais donc ça dépend aussi de la connaissance qu'on a du réseau et de comment ça fonctionne. Encore une dernière question, ou dans la lignée de ce que Benoît vient de dire, je vois dans le chat l'intérêt de faire équipe avec le psychologue de l'éducation nationale, l'infirmière au niveau du collège ou encore du lycée si c'est possible. Donc c'est vraiment cette notion d'équipe qui revient pour une prise en charge d'un phénomène qui est collectif, même si on est centré là sur une victime dans cette relation de pouvoir déséquilibré.
Est-ce qu'il y a une autre question que vous voulez Oui. prendre, Théodore, Une Vincent? dernière question peut-être sur les auteurs. Voilà. Une personne qui demandait concrètement, du coup, comment on peut travailler quand un auteur est identifié, comment on peut prendre en charge. Ben donc, une des questions, en effet, comme je disais, ça dépend un peu comment on va devoir faire des hypothèses sur la motivation ou le profil des auteurs qu'on a en face de soi. Ça va notamment être lié à j'allais dire, la profondeur de l'investigation qu'on va faire. Si on pense qu'on va être déjà face à des jeunes qui vont être très résistants, qui vont essayer de nous manipuler, qui vont nous mentir, qui vont pas reconnaître les faits, si on veut les confronter, il va falloir qu'on ait des preuves un peu plus solides que juste la parole de la victime. Donc on va interroger l'équipe éducative, on va voir si d'autres adultes ont vu différentes choses. On va interroger éventuellement d'autres élèves pour leur demander s'ils n'ont pas constaté des choses, voilà, pour avoir un dossier un peu solide, j'allais dire, avant d'aller éventuellement voir la confrontation. On va se poser la question aussi de dire quand est-ce qu'on met les parents dans le jeu? Est-ce que les parents, ils vont nous aider ou est-ce qu'au contraire, ils vont être 100 derrière leurs jeunes et qui vont en fait nous mettre des bâtons dans les roues? Donc c'est quand même une question à se poser aussi. Il y a, comme je disais, la question, est-ce qu'on va utiliser la sanction ou pas? On voit quand même, en tout cas dans les témoignages des directions d'école, par exemple, ou de certains enseignants, on voit quand même que quand la situation n'est pas trop installée, et qu'on a bien identifié le profil de certains auteurs, enfin l'historique si on veut, ou l'anamnèse, on a un peu une idée. On voit que certains jeunes, quand on les confronte en fait à la réalité de ce qu'ils font et aux conséquences pour la victime, il y a quand même de temps en temps des auteurs qui disent « Oh my God ». Alors on ne sait pas s'ils disent « Oh mon Dieu » parce qu'ils réalisent des conséquences de ce qu'ils ont fait, ou parce que tout d'un coup ils se rendent compte que les adultes s'en mêlent. Mais pour certains, ça va suffire. Ils vont s'arrêter. Probablement pas la majorité. Il y a des fois où on peut se dire: «Est-ce que la sanction a du sens?» Mais la sanction, elle a du sens pas seulement pour l'auteur, elle a aussi du sens pour le message qu'on envoie vis-à-vis de la victime et vis-à-vis des témoins. Et donc déjà pouvoir dire à un certain moment à certains auteurs: «On sait que c'est toi, on a des preuves, on t'a à l'œil et ça, ces comportements-là, on veut plus jamais les voir parce que ça, on tolère pas chez nous. Ça, c'est non et on va vraiment te tenir à l'œil». Ça, c'est par exemple une intervention qu'on peut faire. Donc avoir ce message et qui est pas dans une il y a même là, à ce moment-là, il y a plus moyen enfin, c'est là que c'est intéressant aussi de se dire: «Est-ce qu'on va être dans une discussion ou est-ce qu'on va être dans un constat?» et dire: «Écoute, on va pas discuter des heures. Nous, notre conviction est faite. On sait ce qui s'est passé, on a des preuves, on a des témoins et on va pas discuter de savoir si c'est voilà, notre conviction, elle est celle-là, voilà les décisions qu'on prend, voilà les conséquences et vraiment ce type de comportement-là, maintenant, c'est stop» et voilà. Alors une autre approche qui est de dire c'est de dire aussi: «OK, ces jeunes-là, ils cherchent une place dans le groupe, ils cherchent un statut». Comment on peut les faire passer de leader négatif à leader positif? Est-ce qu'on a des endroits, des places dans l'école, dans la classe, où on peut essayer de leur donner un rôle positif, qui va être au service des autres et plus contre les autres? Donc il y a vraiment une palette d'approches, en fait, qui me semble intéressante. Ça peut être aussi une approche indirecte, on va faire une enquête anonyme dans la classe sur comment on trouve qu'est-ce qui est chouette dans la classe, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans la classe. Et on va décider ensemble de qu'est-ce qu'on a envie de faire pour que ça aille mieux dans la classe. On n'a jamais parlé de harcèlement, voilà, on laisse venir ce que les élèves amènent, d'abord en individuel puis en collectif. Et quelque part, là, on travaille sur la norme du groupe. On rend beaucoup plus visible la norme du groupe. La majorité des élèves, ils n'aiment pas le harcèlement, ils veulent un climat de classe plutôt serein, et ils ont envie qu'on fasse des efforts pour ça. Donc là, on va quelque part travailler la norme du groupe en la faisant émerger et la rendant plus visible. Donc voilà, il y a vraiment une palette d'actions, et ça, ce qui est intéressant à savoir, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir ta palette, cette perspective en disant, OK, en fait, on a peut-être plus d'outils que ce qu'on pense, et de chercher du coup les réponses qui vont être pertinentes dans la situation précise qu'on a à traiter. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. On va peut-être arrêter là. Il est 19h07. Si vous en êtes d'accord. Donc, merci bien sûr à notre intervenant, Benoît Galland. Merci à Vincent Théodore en back-office. Merci à tous les participants et à leurs nombreuses questions qui seront transmises à Benoît Galland. Et l'enregistrement du webinaire, le diaporama de Benoît Galland, comme je l'ai dit au début, seront disponibles sur le site de la PPEA dès demain. Et on peut vous annoncer le prochain webinaire le 11 mars 2025.
sur la prévention du risque suicidaire avec un spécialiste de cette question, infirmier vigilanceur chez CHU de Paris en psychiatrie neurosciences, Mehdi Amini. Donc, à bientôt. Et puis, bonne soirée. Merci encore. Au revoir. Merci à Merci à tous. tous. Merci, bonne Bonne soirée. soirée à vous.